Bonjour, bienvenue au cours de master East meets West, Connections and Convergences in Cold War and Post-Cold War Europe. Je m'appelle Martelt Wenken, je suis professeur ordinaire de l'histoire transnationale contemporaine au Center for Contemporary and Digital History de l'Université de Luxembourg. Aujourd'hui, on dit bienvenue à Thomas Briamont qui nous présente une conférence titrée Promouvoir la RDA par-delà le rideau de fer, l'association Belgique-RDA et les relations belgo-est-allemandes pendant la guerre froide. Créée officiellement en 1963, l'association Belgique-RDA avait pour objectif d'approfondir les relations entre les deux pays et de contribuer à une meilleure compréhension entre les deux peuples. Si sa mission s'inscrit dans un cadre bilatéral, elle faisait toutefois partie d'un réseau plus large d'associations au service de la diplomatie est-allemande. En effet, reproduisant le modèle soviétique, la RDA a mis en place, dès la fin des années 50, un appareil institutionnel dont l'objectif était de promouvoir son image à l'étranger, notamment en Europe occidentale, en vue d'obtenir sa reconnaissance diplomatique. Toutefois, l'association n'était pas uniquement un instrument de la propagande communiste. Par les nombreuses activités organisées, comme des délégations, des expositions, des conférences, elle a longtemps été le principal acteur des échanges culturels entre les sociétés belges et est-allemandes. Tenant compte de l'historiographie récente sur les sociétés d'amitié, cette conférence présentera une histoire nuancée de l'association Belgique-RDA en insistant sur sa fonction de canal de communication entre les blocs. Thomas Briamont est titulaire d'un master en histoire de l'Université de Liège obtenu en 2018 après avoir réalisé un mémoire sur la Belgique et la question allemande pendant la seconde crise de Berlin. Il est aussi titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie, également obtenu à l'Université de Liège en 2019. Il poursuit actuellement des recherches sur les relations entre la Belgique et la RDA en vue de la réalisation d'une thèse de doctorat aussi à l'Université. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si le contexte actuel ne nous permet pas de nous voir en présentiel et surtout en direct. Avant toute chose, je tiens particulièrement à remercier Madame Wenken pour son invitation, mais aussi pour l'opportunité qu'elle m'offre de vous présenter les premiers résultats de mes recherches. Comme cela a sans doute été précisé dans l'introduction, je poursuis actuellement des recherches sur les relations entre la Belgique et la République démocratique allemande entre 1949 et 1990, c'est-à-dire pendant toute la période d'existence de l'État est-allemand. Il s'agit d'un sujet qui s'inscrit bien dans la thématique de votre module de cours, puisqu'il permet de s'interroger sur les circulations est-ouest et sur les liens qui se sont tissés à travers le rideau de fer entre la Belgique et la RDA. Comme le montrent sans doute les différents exposés qui vous ont déjà été présentés ou qui vous seront présentés dans les semaines à venir, l'étude des relations entre l'Est et l'Ouest, pendant et après la guerre froide, tend à se diversifier de plus en plus. Les nombreuses recherches menées dans ce domaine conduisent à porter un nouveau regard sur ce qu'on a appelé, à la suite de Winston Churchill, le rideau de fer. Elles ont notamment montré qu'en dépit de la division de l'Europe en deux blocs, des canaux de circulation ont subsisté entre l'Est et l'Ouest, et que par conséquent, le rideau de fer n'a pas été aussi imperméable qu'on l'a longtemps pensé. C'est la raison pour laquelle certains historiens préfèrent aujourd'hui employer des termes plus adaptés, comme par exemple rideau de nylon ou membrane semi-perméable. Ces nouvelles recherches contribuent également à mettre en avant l'activité d'autres acteurs que les seuls milieux politiques et diplomatiques. On s'est beaucoup intéressé ces dernières années aux acteurs culturels. On étudie par exemple la façon dont le monde de la culture a été investi par les enjeux de la guerre froide. On étudie également les réseaux de circulation transnationaux qui résistent à cette logique de division. Et parmi ces nouveaux acteurs, on s'est intéressé aux sociétés d'amitié avec les pays de l'Est. Il s'agit d'associations créées dans les pays capitalistes ou dans les pays en voie de développement qui ont pour objet la diffusion d'une image positive du pays auquel elles sont liées, ainsi que le développement des échanges culturels avec ces pays. Ces associations ont fait l'objet d'un certain intérêt,
notamment dans le cadre d'études de relations bilatérales entre un pays d'Europe occidentale et un pays d'Europe de l'Est. Mais dernièrement, Sonia Grossman a publié une thèse sur les sociétés d'amitié avec l'Union soviétique en Europe occidentale, plus précisément dans 3 pays, la France, la République fédérale d'Allemagne et la Grande-Bretagne. Cette thèse contribue vraiment à renouveler le regard que l'on porte sur ces sociétés d'amitié, puisque tout d'abord, elle sort du cadre strictement bilatéral et replace ces sociétés d'amitié dans le réseau mondial auquel elles appartiennent. Sonia Grossman nuance également la vision un peu stéréotypée qui consistait à voir dans ces sociétés d'amitié des instruments aux mains des partis communistes locaux ou des porte-voix de la propagande soviétique en Europe occidentale. Elle montre ainsi que le rôle fut beaucoup plus complexe, qu'elle se situait entre diplomatie officielle et diplomatie privée, entre diplomatie soviétique et diplomatie occidentale. Par ailleurs, elles jouèrent un rôle majeur dans les échanges Est-Ouest puisqu'elles ont contribué à ouvrir des canaux de communication entre l'URSS et l'Europe occidentale. C'est à l'aune de ce nouveau regard que je souhaite vous présenter l'histoire de l'association Belgique RDA. Mais je ne vais pas simplement transposer ce regard sur mon objet d'étude, je vais également essayer, au cours de cet exposé, de vous montrer les spécificités des sociétés d'amitié avec l'Allemagne de l'Est. À ce propos, il me semble important de préciser qu'à la différence de l'URSS et des autres démocraties populaires, la RDA est véritablement le produit de la guerre froide. Tout comme la République fédérale d'Allemagne, elle est née de l'incapacité des grands vainqueurs à se mettre d'accord sur le sort de l'Allemagne vaincue, et de ce fait, elle entretient avec sa jumelle capitaliste une relation un peu particulière que l'on caractérise généralement par les concepts d'abrication et de démarcation, Verflechtung und Abgrenzung pour les traduire en allemand. Pour l'expliquer simplement, cela signifie que tout au long des 40 années de guerre froide, les deux États allemands, malgré leur séparation et leur évolution dans des directions totalement opposées, sont restés liés l'un à l'autre dans une forme de compétition pour s'affirmer comme la seule Allemagne légitime, ou en tout cas comme la meilleure des deux Allemagnes. Cette dynamique particulière des relations interallemandes a incontestablement pesé sur la façon dont les deux États allemands se sont présentés aux yeux des populations étrangères. C'est un point que nous aurons l'occasion d'aborder dans la suite de cet exposé. Cet exposé sera divisé en 3 parties. Dans un premier temps, j'envisagerai l'association Belgique RDA comme une actrice de la diplomatie culturelle est-allemande qui contribue à diffuser une certaine image de la RDA. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai davantage à son rôle de canal de communication à travers les blocs, à un moment où la RDA n'est pas encore reconnue sur la scène internationale. Et je terminerai par envisager brièvement la reconfiguration du rôle de l'association après la reconnaissance officielle de la RDA, c'est-à-dire après 1972. Mais avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, j'aimerais encore dire un mot du contexte dans lequel se sont déroulées mes recherches, puisque, pour les mêmes raisons qui nous imposent de communiquer au travers d'un écran aujourd'hui, mon travail a été quelque peu ralenti dans les archives, si bien que je n'ai pas encore pu me rendre à Berlin pour consulter les archives est-allemandes. C'est l'occasion de rappeler à quel point le contexte sanitaire actuel est source de nombreuses difficultés pour les historiens, notamment pour ceux qui étudient des sujets internationaux ou transnationaux et qui doivent donc voyager dans différents pays. Je vais refermer la parenthèse ici, mais il me semblait important de préciser que les différentes idées qui sont présentées ici reposent principalement sur des archives belges et que par conséquent, elles constituent davantage des pistes de recherche à développer que des conclusions fermes et définitives. Nous pouvons maintenant commencer cette première partie et je vais brièvement revenir sur les circonstances qui ont mené à la création de l'association Belgique RDA. C'est à l'année 1958 qu'il faut remonter pour trouver les origines de l'association. À cette époque, la République démocratique allemande reste encore largement méconnue en Belgique et plus largement en Europe occidentale. Depuis sa création en 1949, elle est isolée diplomatiquement et elle n'est reconnue que par les pays du bloc communiste.
Cette situation s'explique notamment par la prétention de la RFA à représenter seule l'Allemagne dans son ensemble. Elle pratique ainsi, à l'égard de sa jumelle communiste, une politique d'isolement et de délégitimation qui s'est traduite sur le plan diplomatique par ce qu'on a appelé la doctrine Hallstein. Qu'est-ce que la doctrine Hallstein? C'est tout simplement l'annonce par le gouvernement ouest-allemand en 1955 de son intention de rompre ses relations diplomatiques avec tout pays qui reconnaîtrait officiellement la RDA. Par conséquent, la RDA reste aux yeux des Occidentaux une réalité abstraite, méconnue, que l'on nomme encore dans les milieux officiels zone d'occupation soviétique ou gouvernement de Pankow, du nom du quartier de Berlin où se situe le siège du gouvernement est-allemand. J'évoquais l'année 1958. Il s'agit en fait de l'année de l'exposition universelle en Belgique. C'est un événement extrêmement important qui a une résonance mondiale. C'est la première fois qu'on organise un événement de ce type depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dans le contexte de la guerre froide, il est l'occasion pour les puissances communistes et capitalistes de s'exposer aux yeux du monde et de montrer la supériorité de leur système. En marge de cette exposition, de nombreuses manifestations culturelles vont être organisées à travers toute la Belgique. À Anvers, en avril 1958, un festival mondial du théâtre va être organisé. De nombreux participants y prennent part, parmi lesquels le Deutsches Theater de Berlin-Est. Et à l'occasion de la venue du Deutsches Theater à Anvers, plusieurs personnalités belges se rassemblent pour former un comité d'accueil qui va subsister par la suite sous le nom de Comité culturel Belgique RDA. Ce comité reste dans un premier temps relativement discret. Il est d'ailleurs assez significatif de constater que c'est seulement en octobre 1959, c'est-à-dire un peu plus d'un an après sa création, que les autorités belges sont officiellement informées de son existence. Fait encore plus significatif, c'est l'ambassade de RFA à Bruxelles qui livre cette information aux autorités belges. Pendant environ 5 années, ce comité va organiser quelques activités, notamment en 1959, à l'occasion du 10e anniversaire de la République démocratique allemande, et en 1963, il va se structurer de manière un peu plus officielle en prenant la forme d'une ASBL, donc d'une association sans but lucratif, qui est en fait une forme d'association reconnue par le droit belge. Cette ASBL est nommée Association Belgique République démocratique allemande, Centre culturel et d'information. Elle se dote également de statuts et définit dans l'article 3 de ces statuts son objectif. On voit que cet objectif est défini en des termes relativement larges. Il s'agit de favoriser les relations culturelles entre la Belgique et la RDA et de contribuer au développement d'une meilleure compréhension entre les deux pays. Dans le second paragraphe, on énumère toute une série d'activités que l'association est susceptible d'organiser pour arriver à ses fins. Donc on évoque des concerts, des conférences, des représentations théâtrales, l'organisation de voyages, etc., etc. Donc il y a vraiment un répertoire d'actions large et diversifié pour cette association. Si la fondation de ce comité culturel intervient dans un contexte bien particulier, qui est la venue du Deutsches Theater à Berlin dans le cadre du Festival mondial du théâtre, elle doit également être replacée dans un contexte un peu plus large, un contexte international. Nous sommes à un moment où la division de l'Allemagne s'inscrit dans la durée. En 1955, une grande conférence a rassemblé à Genève les 4 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur l'avenir de l'Allemagne. Un an plus tôt, en mars 1954, l'URSS a reconnu la souveraineté de la RDA, même si dans les faits, elle reste largement sous l'emprise de Moscou. De son côté, la RFA a progressivement récupéré ses droits souverains au prix d'une intégration toujours plus profonde dans le bloc occidental. Et dès lors que la division de l'Allemagne est partie pour durer, la RDA commence à multiplier ses efforts pour obtenir sa reconnaissance pleine et entière sur la scène internationale.
C'est dans ce contexte que commencent à apparaître, dès la fin des années 50, les premières sociétés d'amitié avec la RDA dans les pays d'Europe occidentale. Donc c'est vraiment un moment charnière, un moment où se développe la diplomatie culturelle est-allemande. Qu'entend-on exactement par diplomatie culturelle? C'est un concept que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est beaucoup utilisé dans l'étude des relations internationales. Il partage certains traits avec la diplomatie publique et on peut le définir comme l'ensemble des moyens culturels mis en œuvre par des acteurs officiels ou privés afin de susciter la sympathie pour des idées ou des valeurs. Cela passe souvent par des échanges de produits culturels comme des films, des revues, des œuvres d'art, etc., etc. Dans le chef de la RDA, cette diplomatie culturelle est d'autant plus importante qu'elle constitue un moyen détourné pour atteindre un objectif politique primordial, à savoir sa reconnaissance officielle sur la scène internationale. L'association Belgique-RDA doit donc être replacée dans le réseau institutionnel de la diplomatie culturelle est-allemande, réseau institutionnel qui est en fait largement inspiré de l'Union soviétique. Sonia Grossman a très bien décrit cet appareil institutionnel soviétique qui repose dans un premier temps sur la VOX. VOX, c'est en fait un acronyme russe qui signifie Société pour les relations culturelles avec l'étranger. La VOX a été créée en 1925 avec comme mission l'amélioration de l'image de l'URSS à l'étranger. En 1958, donc dans le cadre de la guerre froide, la VOX va être remplacée par la SSED. Là aussi, il s'agit d'un acronyme russe qui signifie Société pour l'amitié et les relations culturelles avec l'étranger. La SSED doit chapeauter des associations nationales qui sont en fait les partenaires directs et privilégiés d'associations sœurs créées dans les pays étrangers. En RDA, on va retrouver à peu près le même appareil institutionnel. En 1952 est créée une Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, donc une société pour les relations culturelles avec l'étranger. Elle est créée sur le modèle de la VOX et elle est responsable de la coordination des relations culturelles avec l'étranger, donc dans un premier temps, surtout avec les autres démocraties populaires, donc avec les pays frères. Mais au début des années 60, à un moment où les sociétés d'amitié vont se multiplier dans les pays capitalistes ou dans les pays en voie de développement, on juge cette société insuffisante et on décide de créer la Liga für Völkerfreundschaft, donc la Ligue pour l'amitié entre les peuples, créée officiellement en 1961 et qui remplit plus ou moins les mêmes fonctions que la SSOD en URSS. Elle est donc l'organisation de tutelle des associations d'amitié avec les pays étrangers créées en RDA, et c'est dans son cadre que va être créée en 1964 une Deutsche-Belgische Gesellschaft in der DDR, qui est l'association sœur et principale partenaire de l'association Belgique-RDA qui a été créée une année plus tôt. On va retrouver cette même organisation dans d'autres pays, et chaque société d'amitié doit œuvrer à la diffusion d'une image positive de la RDA dans le but notamment de susciter un vaste mouvement en faveur de sa reconnaissance internationale. Cela se fait de diverses manières, par exemple via la circulation de personnes ou de biens culturels. On aura l'occasion d'aborder ce point dans la deuxième partie de l'exposé, mais aussi via la diffusion de revues. L'association Belgique-RDA distribue ainsi auprès de ses membres la RDA Revue. C'est une publication qui constitue un instrument majeur de la diplomatie culturelle est-allemande, puisqu'elle est expressément destinée à un public étranger et est donc traduite en de nombreuses langues. À partir de 1965, l'association va éditer son propre bulletin d'information, qui constitue une source vraiment riche sur les activités qu'elle organise. Vous voyez ici à l'écran un exemple, un numéro spécial de 1968 qui est entièrement consacré au colloque de Dresde pour les élus communaux d'Europe. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce colloque
qui rassemble des élus communaux de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. Malheureusement, je n'ai pas l'occasion d'approfondir ce point aujourd'hui. Je vais plutôt m'intéresser à la façon dont se construit l'image de la RDA dans cette publication, en vous proposant une analyse croisée de deux textes qui ont été publiés dans le premier numéro du bulletin d'information en janvier 1965. Le premier texte est l'œuvre de Willem P. Willem P est un professeur d'université qui a été choisi comme le premier président de l'association Belgique RDA. Le second texte que nous verrons est un extrait du discours de Nathan Notovitch prononcé à l'occasion de la fondation de la Deutsche Belgische Gesellschaft in der DDR. Commençons d'abord avec ce texte de Willem P, qui est donc un texte, comme je vous le disais, publié dans le premier numéro du bulletin. C'est un texte d'introduction qui revient brièvement sur les circonstances qui ont mené à la création de l'association. Il explique également que l'association doit faire face à une lourde et difficile tâche, puisque les relations belgo-allemandes sont marquées par deux invasions pendant la première moitié du XXe siècle. Une première invasion en 1914 par l'Allemagne impérialiste de Guillaume II et une seconde invasion en 1940 par l'Allemagne nationale-socialiste d'Adolf Hitler. Néanmoins, Willem P s'empresse de dissocier cette Allemagne impérialiste et nationale-socialiste qui a tant fait souffrir le peuple belge d'une autre Allemagne. Pour reprendre ces termes, cette autre Allemagne, c'est l'Allemagne artistique et scientifique, l'Allemagne qui donna à l'humanité tant de grands compositeurs et d'écrivains, de savants et de penseurs, et qui, de ce fait, a droit à notre reconnaissance. D'après P, il y a donc deux Allemagnes, une première Allemagne associée à une image entièrement négative, et une autre Allemagne qui est associée à une image plutôt positive. Si on lit la suite de son texte, spécialement ce paragraphe, on se rend compte que Willem P fait l'éloge de la RDA, il dit que cette jeune république qui a rencontré tant de difficultés s'est tout de même entièrement mise au service de la culture et de la science, et on se rend compte que Willem P veut partir à la recherche de cette autre Allemagne en RDA. Et c'est justement cette autre Allemagne que la RDA entend incarner aux yeux de l'étranger, comme en témoigne le discours de Nathan Notovitch. Donc, Nathan Notovitch, c'est le premier président de la Deutsche Belgische Gesellschaft in der DDR. Et dans le discours qu'il prononce à l'occasion de la fondation de cette société, il va, dans un premier temps, revenir sur les liens historiques qui unissent le mouvement ouvrier allemand et la Belgique. Il évoque dans un premier temps le séjour de Karl Marx à Bruxelles dans le courant du XIXe siècle. Un peu plus loin dans son discours, il va revenir sur la présence de Walter Ulbricht à Bruxelles en 1912 lors d'une manifestation antimilitariste. On était à ce moment quelque temps avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il va aborder les deux conflits mondiaux, plus spécifiquement la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment ce passage qui constitue, à mes yeux, le plus intéressant. Nathan Notovitch va affirmer que dès le début des hostilités, donc dès 1940, les éléments les plus progressistes de l'Allemagne se sont placés aux côtés du peuple belge et ont combattu avec lui. Et après la défaite de l'Allemagne nationale-socialiste, après 1945, ces éléments progressistes auraient formé le noyau sur lequel se serait fondée la RDA. De cette façon, Notovitch place la RDA dans la continuité de l'héritage antifasciste, dans la continuité d'une Allemagne qui a lutté aux côtés du peuple belge. C'est ce qui lui permet d'affirmer que la RDA est la seule Allemagne qui a tiré les conséquences de la guerre, c'est celle où les militaristes et les impérialistes ont définitivement été écartés. Par conséquent, il rejette l'image négative d'une Allemagne impérialiste sur la seule RFA. Il cite d'ailleurs des cas concrets dans ce second paragraphe.
il cite les cas de Lehmer et de Treitner, deux personnages qui ont joué un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont toujours en activité en Allemagne de l'Ouest, ce qui permet à Notovitch de dresser un lien de continuité entre l'Allemagne nationale-socialiste et la RFA. Alors, quelle conclusion, quel enseignement tiré de cette double analyse? On a en Belgique une double image de l'Allemagne qui se développe et qui trouve une incarnation concrète dans la division politique et géographique du pays après 1949. Face à cela, la RDA va essayer de s'attribuer le meilleur rôle. Elle essaye de miser sur l'héritage antifasciste pour fonder son amitié avec le peuple belge sur l'expérience de la lutte commune pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en rejetant l'héritage national-socialiste sur la seule RFA. Si l'association Belgique-RDA est une actrice de la diplomatie culturelle est-allemande, on va voir qu'il ne faut pas non plus tomber dans une vision réductrice de son rôle. On sait en effet qu'elle entretenait des liens assez étroits avec Berlin-Est. Elle recevait par exemple des financements de plusieurs centaines de milliers de francs. On sait par ailleurs qu'elle entretenait des liens avec le Parti communiste de Belgique. Un rapide regard sur la composition de l'association nous permet de retrouver des membres du PCB, parmi lesquels Christian Delerue, qui, en tant que secrétaire général, était la véritable cheville ouvrière de l'association. Toutefois, la nature du lien qui unit le parti et l'association reste encore difficile à définir en l'état actuel de mes recherches. Il semble probable que le parti a joué un rôle dans la fondation de l'association, mais il est assez difficile de documenter les relations entre les deux organisations. Le seul document qu'il m'a été donné de trouver en archive, c'est ce document, qui est une répartition des tâches au bureau politique du Parti communiste de Belgique. C'est un document qui n'est pas daté, mais qui a probablement été élaboré en 1963. Donc c'est l'année de fondation officielle de l'association Belgique-RDA. Et on découvre dans ce document que Albert de Koning, qui est une personnalité assez importante dans la direction du Parti communiste, il était responsable de la liaison avec l'association Belgique-RDA, lui qui était également responsable des relations extérieures du parti et, à ce titre, entretenait des liens avec le SED, avec le Parti socialiste unifié d'Allemagne de l'Est. Alors, comment interpréter ce document? Quelles conclusions en tirer? C'est là toute la question. Est-ce que cela signifie que Albert de Koning participait à la direction de l'association sans en être véritablement membre? C'est ce que laissent entendre certaines sources est-allemandes, mais sur base des documents que j'ai pu consulter, il reste difficile de tirer des conclusions hâtives. C'est un point qu'il me faudra d'ailleurs creuser dans mes futures recherches, notamment lorsque je me rendrai à Berlin. Mais s'il est évident que l'association entretenait des liens étroits tant avec la RDA qu'avec le Parti communiste de Belgique, elle ne doit pas uniquement être considérée comme un instrument de la propagande est-allemande en Belgique. L'association s'inscrit également dans un environnement politique et social qui est pluraliste, c'est-à-dire un environnement qui est traversé par différentes tendances politiques. On retrouve d'ailleurs parmi ses membres des représentants de la gauche non communiste, par exemple des membres du Parti socialiste ou des membres du syndicat socialiste. On peut également retrouver des personnes qui ont été actives dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale ou d'autres qui sont connues pour leur idéal pacifiste. Ce sont toutes des personnes qu'on ne peut ignorer et qui montrent que l'association s'est adaptée à la constellation politique belge. Un autre exemple qui va dans ce sens, c'est la répression du printemps de Prague en 1968. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de cet événement. Rappelons juste qu'en 1968, le Parti communiste de Tchécoslovaquie s'est quelque peu écarté de la ligne directrice tracée par Moscou. Il a voulu développer une forme de socialisme à visage humain
et cette expérience s'est terminée par une intervention armée des troupes du pacte de Varsovie. Donc l'armée populaire de RDA a participé à cette opération, même si elle n'a pas directement pénétré le territoire tchécoslovaque. En tout cas, pour bon nombre de sympathisants belges qui voulaient voir dans la RDA un État pacifiste et antimilitariste, cela constitue une véritable désillusion. Les espoirs qui étaient placés dans la RDA s'effondrent littéralement et de nombreux membres décident par conséquent de quitter l'association. Constatant l'hémorragie parmi ses rangs, le conseil d'administration décide de publier une résolution qui va condamner l'intervention en Tchécoslovaquie, jugeant que cette action risque de compromettre le courant de sympathie qui se développait à l'égard de la RDA en Belgique, mais il s'empresse également de rejeter toute remise en cause du principe et des activités de l'association. Cette résolution poursuit même en affirmant que le combat pour la reconnaissance de la RDA et pour la normalisation des rapports entre la Belgique et la RDA doit être poursuivi. Cet exemple, qui nous amène à la fin de la première partie, nous montre bien que l'association doit tenir compte de la société pluraliste dans laquelle elle s'intègre si elle veut conserver une certaine crédibilité. Je vais maintenant m'intéresser à un autre aspect de l'association Belgique RDA, puisque dans cette deuxième partie, je vais la considérer comme une actrice qui tente de créer un canal de communication à travers le rideau de fer et qui s'oppose parfois à certaines résistances. Cette idée de créer un canal de communication avec l'Est est à l'origine même de la création du comité culturel puis de l'association Belgique RDA. Pour vous le montrer, je reviens ici au texte de Willem P., qui a été publié dans le premier numéro du bulletin d'information, texte que nous avons déjà eu l'occasion d'analyser en partie. Dans ce texte, Willem P. explique que, à l'occasion du Festival international du théâtre, des délégations de différents pays se sont rendues à Anvers, donc des délégations de France, d'Allemagne occidentale, d'Italie ou encore d'Angleterre. Toutes ces délégations ont pu compter sur les services de leur ambassade, alors que le Deutsches Theater n'a pas pu compter sur ces mêmes services, puisque la RDA n'était pas reconnue officiellement. C'est pour pallier ce manque que le comité d'accueil a été créé, et on se rend compte que l'idée, dès le départ, est de se substituer aux services que pourrait dispenser une ambassade. Ceci renvoie directement à un aspect important des travaux de Sonia Grossman, celui de considérer l'activité des sociétés d'amitié comme un défi constant pour les diplomaties occidentales. Mais dans notre cas précis, le défi est d'autant plus grand que l'association n'entend pas seulement créer une diplomatie parallèle et concurrente, elle veut vraiment mettre en place des liens que les autorités belges sont toujours refusées à établir par solidarité avec l'Alliance Atlantique et surtout avec la RFA. Mais comment alimenter cette relation? Comment développer les échanges culturels entre la Belgique et la RDA? Vous vous rappelez sans doute les statuts, spécialement l'article 3, qui évoquait une grande variété d'activités possibles. On retrouvait des expositions, des publications, des projections de films ou des pièces de théâtre. Donc, toute une série d'événements qui impliquent la circulation de biens culturels. Mais au-delà des objets, l'association Belgique RDA organise la circulation des personnes. L'envoi des délégations en RDA et l'organisation de camps de vacances pour les plus jeunes constituent vraiment une grande partie, la majeure partie des activités de l'association. On peut donner quelques données chiffrées. Durant les 30 années de son existence, l'association a envoyé approximativement 750 délégations et elle a contribué à organiser plusieurs dizaines de camps de vacances en RDA. Cela a permis à des syndicalistes, à des enseignants, à des artistes, des régisseurs de théâtre, des parlementaires ou des élus locaux, bref, à une grande variété de publics, à un public très diversifié,
de visiter la RDA et de découvrir par ses propres yeux ce qui se cachait derrière le mur de Berlin. Et c'est en effet bien là que se situe l'objectif de cette délégation. Il s'agit de permettre à ceux qui traversent le rideau de fer de se forger une autre image de la RDA que celle qui est communément relayée dans les sociétés occidentales et d'en témoigner une fois qu'ils sont revenus en Belgique. Chaque personne envoyée en RDA est ainsi invitée à partager ce qu'elle a vécu via un article dans la presse ou via la tenue d'une petite conférence. Plusieurs comptes rendus sont d'ailleurs directement publiés dans le bulletin d'information de l'association. Je vous ai repris ici un exemple d'une délégation de cheminots anversois qui s'est rendue en RDA en 1964 et qui, dès son retour, tient à témoigner de son admiration pour l'organisation de la sécurité sociale et des soins de santé en RDA. Donc il s'agit vraiment de former et de diffuser une image plus positive de la RDA. Mais l'organisation de telles délégations implique de sélectionner soigneusement les candidats pour qu'ils soient vraiment réceptifs aux objectifs poursuivis par l'association. Il s'agit d'une question essentielle. On veut éviter autant que possible d'envoyer des personnes qui diffuseraient des idées non conformes aux objectifs de l'association. Et pour ce faire, l'association souhaite encadrer toutes les délégations qui se rendent en Allemagne de l'Est. Elle va véritablement s'arroger un monopole dans les relations avec l'Allemagne de l'Est. Le but, c'est bien entendu de garder le contrôle et d'éviter les mauvaises surprises, comme je viens de l'expliquer, mais c'est également de créer de véritables diplomates citoyens, pour reprendre une expression que l'on retrouve dans les travaux de Sonia Grossman. Le meilleur exemple pour illustrer cette idée de diplomate citoyen, c'est sans doute les nombreuses délégations de parlementaires belges. Les parlementaires constituent une cible de choix, puisque, en tant que représentants légitimes du peuple belge et détenteurs du pouvoir législatif, ils disposent d'un capital politique et social relativement important. C'est donc pas un hasard si, en 1959, la première délégation envoyée en RDA par l'association est entièrement constituée de parlementaires. D'autres délégations seront par la suite envoyées et elles sont à chaque fois reçues par un appareil protocolaire qui témoigne de leur importance. Ici, on peut voir par exemple une délégation de parlementaires belges qui est reçue par des homologues est-allemands dès son arrivée à l'aéroport de Berlin-Schönefeld. Cette délégation s'est rendue en RDA en 1966, mais quelques années plus tôt, en 1962, une délégation de sénateurs socialistes était reçue par Walter Ulbricht en personne. Les autorités est-allemandes espèrent voir se constituer un groupe d'amitié parlementaire en Belgique, et c'est chose faite en 1964 avec la création d'une commission parlementaire au sein même de l'association Belgique RDA. Au fil des années, cette commission parlementaire va se structurer davantage, elle va prendre une certaine ampleur, même s'il y a un grand moment de reflux en 1968 avec l'intervention militaire en Tchécoslovaquie. Cette commission rassemble essentiellement des membres des trois grands partis traditionnels, à savoir les catholiques, les socialistes et les libéraux, tandis que les communistes y sont très peu représentés puisqu'ils sont très peu représentés au Parlement. Et dans la seconde moitié des années 60, cette commission va se réunir régulièrement pour établir des plans d'action. Elle va plaider sa cause auprès des ministres, défendre ses positions à la tribune du Parlement. En bref, elle va établir ce qu'on pourrait qualifier de véritable diplomatie parlementaire, avec pour objectif d'infléchir la ligne politique officielle du gouvernement belge. Les diplomaties occidentales sont donc confrontées à un défi de taille, puisque la ligne politique adoptée vis-à-vis de la RDA est sans cesse remise en cause par l'activité des sociétés d'amitié. Sous l'impulsion de la RFA et sous la conduite de l'OTAN, elles vont toutefois tenter de limiter, ou tout du moins de contrôler, les
canaux de communication qui sont établis par l'intermédiaire des sociétés d'amitié. Un moyen qui est utilisé, c'est les TTD, donc les Temporary Travel Documents. Et pour comprendre le système des TTD, il faut rappeler que les documents officiels produits par la RDA ne sont pas reconnus par les pays membres de l'OTAN. Par conséquent, tout ressortissant est-allemand qui souhaiterait se rendre dans un de ces pays doit être muni d'un TTD qui fait office de passeport, et pour s'en procurer un, il doit se rendre à l'ATO, l'Allied Travel Office, qui est un bureau interallié situé à Berlin, qui a été créé à l'origine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui était administré par les 4 puissances occupantes, et il devait encadrer les voyages des ressortissants de l'Allemagne vaincue. Mais dès le déclenchement de la guerre froide, dès 1947, ce bureau interallié est administré par les 3 grandes puissances occidentales, et il doit administrer les voyages des ressortissants de la zone d'occupation soviétique. De ce fait, les 3 grandes puissances occidentales sont les seules compétentes pour accorder un TTD, et elles peuvent tout à fait refuser d'accorder ce précieux document si elles estiment que le motif du voyage n'est pas conforme à leur intérêt. L'ATO devient donc un acteur majeur qui régit la circulation des personnes à travers le rideau de fer entre la RDA et les pays membres de l'OTAN. Dès 1960-61, à un moment où la diplomatie culturelle est-allemande se structure, mais aussi et surtout dans le contexte de la seconde crise de Berlin, les pays membres de l'OTAN vont décider de durcir les conditions d'obtention d'un TTD. Dès ce moment, plus aucun ressortissant de la RDA ne peut obtenir un TTD, sauf pour des raisons humanitaires ou si un État membre invoque son intérêt national. Pour le reste, il n'est plus question d'autoriser les voyages d'artistes, de scientifiques ou de sportifs, ni même de fonctionnaires est-allemands qui pourraient, pense-t-on, se livrer à des activités de propagande. Ceci induit une véritable asymétrie dans les relations belgo-est-allemandes, puisque si l'association Belgique-RDA envoie de nombreuses délégations en Allemagne, elle ne peut en accueillir en Belgique en retour. Par conséquent, le canal de communication qui est établi avec la RDA va fonctionner pendant une bonne partie des années 60 à sens unique. La question des TTD devient même un des grands combats de l'association Belgique-RDA. Pour vous montrer un exemple, je reviens une nouvelle fois sur le texte de Willem P., publié dans le premier numéro du bulletin d'information de l'association Belgique-RDA. À la fin de ce texte, Willem P. indique qu'il espère que les échanges ne vont pas rester unilatéraux entre la Belgique et la RDA. Il espère également que les ressortissants d'Allemagne de l'Est, notamment les artistes et les scientifiques, ne seront plus empêchés par ce qu'il appelle les oukases des autorités occidentales de se rendre en Belgique et de répondre aux invitations de l'association Belgique-RDA. Ce système des TTD sera progressivement assoupli dans le courant des années 60. Dès 1963, certaines catégories de personnes comme les sportifs ou les scientifiques sont à nouveau autorisées à voyager, mais ce n'est qu'en 1970 que ce système va définitivement disparaître. C'est donc à partir de cette année que cette asymétrie dans les relations belgo-est-allemandes n'est plus vraiment de mise. Pour reprendre l'exemple des délégations parlementaires évoquées précédemment, si 15 délégations parlementaires belges ont pu se rendre en RDA tout au long des années 60, c'est seulement en avril 1970 qu'une délégation de la Chambre du peuple pourra se rendre pour la première fois en Belgique à l'invitation de la commission parlementaire de l'association Belgique-RDA. 2 années plus tard, la RDA sera officiellement reconnue, ce qui ouvre une nouvelle phase des relations belgo-est-allemandes et ce qui nous amène à la troisième et dernière partie de notre exposé.
L'association Belgique-RDA a incontestablement joué un rôle. Elle a contribué par ses nombreuses activités à la normalisation de l'existence de la RDA et au développement d'un mouvement en faveur de la reconnaissance internationale de la RDA. Fin des années 60, début des années 70, ce mouvement est devenu très important en Belgique, si bien que le gouvernement ne peut plus l'ignorer. Mais il ne faudrait toutefois pas considérer l'ampleur de ce mouvement comme le seul succès de l'association ou de la diplomatie culturelle est-allemande, puisque en Belgique, la reconnaissance de la RDA ne traduit pas ne traduit pas nécessairement une quelconque sympathie pour le régime est-allemand. Elle constitue aussi une étape nécessaire sur la voie de la détente internationale. Par ailleurs, en dépit de ce mouvement d'opinion, le gouvernement belge n'a jamais souhaité briser la solidarité qui le liait à la RFA, et c'est donc seulement après la signature du Grundlagenvertrag, le 21 décembre 1972, Grundlagenvertrag qui prévoit la normalisation des relations entre les deux Allemagnes, c'est après la signature de ce traité que la Belgique accepte de reconnaître officiellement la RDA. C'est le 27 décembre 1972 qu'elle reconnaît officiellement la RDA et qu'elle devient le premier pays membre de l'OTAN à ouvrir des relations officielles avec l'Allemagne de l'Est. L'ouverture de relations officielles entre la Belgique et la RDA ouvre une nouvelle phase dans l'histoire de l'association Belgique-RDA. Cela se traduit notamment par une modification de l'article 3 des statuts qui, pour rappel, définit les objectifs de l'ASBL. Une première modification était intervenue en avril 1972, à un moment où le mouvement en faveur de la reconnaissance de la RDA était à son apogée. On avait décidé d'ajouter une phrase faisant explicitement référence à la reconnaissance diplomatique de la RDA par le gouvernement belge. Mais une fois que cet objectif est atteint, l'article 3 est reformulé en des termes un peu plus vagues. Il s'agit désormais de mieux faire connaître la RDA en Belgique et de contribuer à l'amitié entre les deux pays. L'association entre donc dans une phase de renouvellement et de reconfiguration de ses objectifs, alors qu'auparavant elle assurait une forme de monopole dans les relations avec la RDA, elle doit désormais cohabiter avec un circuit officiel. Et cette nouvelle configuration pose toute une série de nouvelles questions. Quelle place va occuper l'association dans cette nouvelle phase des relations belgo-est-allemandes et comment va-t-elle se positionner par rapport aux institutions officielles? Les premières recherches que j'ai effectuées permettent de livrer quelques pistes de réponse qu'il faudra bien entendu confronter à mes prochaines recherches en Allemagne, à Berlin. Une première chose que l'on peut dire, c'est que l'association est bien consciente d'entrer dans une phase de transition. Elle est consciente qu'elle va devoir s'adapter à l'évolution des relations officielles sur lesquelles elle n'a aucune prise, mais elle entend tout de même profiter des exemples que constituent les sociétés d'amitié avec l'URSS, puisque ces sociétés d'amitié disposent tout de même d'une expérience en matière de cohabitation avec un circuit officiel. Lors d'une assemblée générale, la secrétaire générale, Christiane Delru, indique explicitement qu'il faut suivre l'exemple de l'association France-URSS de manière à intégrer l'association Belgique-RDA dans un éventuel accord culturel que pourraient signer les gouvernements belges et est-allemands. Cette petite référence à l'association France-URSS nous montre que, en dépit de leur spécificité, et même si toutes ces sociétés s'inscrivent dans des contextes bilatéraux, elles partagent tout de même des expériences communes. Dans le cas de l'association Belgique-RDA, les choses ne vont pas se passer comme prévu. L'association va rencontrer de nombreuses difficultés. En 1979, un accord culturel est signé entre le gouvernement belge et le gouvernement est-allemand, mais l'association Belgique-RDA n'est pas clairement mentionnée dans cet accord. C'est une première déception. Mais bien pire encore, l'association semble subir le contre-coup du succès remporté en 1972. Dans le contexte
de la reconnaissance de la RDA, dans cette conjoncture favorable, l'association espérait élargir ses activités et recruter de nouveaux membres, mais c'est précisément l'inverse qui va se produire, puisque à partir de 1975 et jusqu'en 1982, l'Assemblée générale annuelle, qui est en fait l'assemblée qui rassemble les membres effectifs de l'association pour discuter des activités qui ont été organisées et du plan d'activité pour l'année suivante. Cette assemblée générale n'est plus réunie, mais cela ne signifie pas que les activités sont totalement interrompues, puisque le bulletin trimestriel est toujours édité, des délégations sont toujours envoyées en Allemagne de l'Est, et des activités plus importantes continuent à être organisées. Néanmoins, le fait que cette Assemblée générale cesse de se réunir pendant 8 ans témoigne de toutes les difficultés rencontrées par l'association dans cette phase de transition. La secrétaire générale s'en explique en 1983, lors de la première Assemblée générale qui suit cette période d'interruption. D'après elle, la vague de reconnaissance massive aurait submergé la RDA en 1972, si bien que l'appareil institutionnel avec lequel collaborait l'association n'était plus à même de fonctionner normalement. À titre d'exemple, la Deutsche Belgische Gesellschaft in der DDR, qui est donc l'association sœur de l'association Belgique RDA, se serait retrouvée sans secrétaire pendant 3 ans et sans président pendant 5 ans. Par conséquent, les liens qui ont été patiemment construits pendant de nombreuses années avec différents organismes est-allemands se seraient progressivement distendus, et, à en croire la secrétaire générale, les sociétés d'amitié qui ont tant œuvré pour obtenir la reconnaissance de la RDA auraient été totalement négligées, et ce n'est qu'au prix de rudes efforts que la continuité des activités aurait pu être assurée. Bien sûr, il s'agit d'une version des faits qu'il me faudra confronter avec les prochaines recherches que je mènerai en Allemagne. Par ailleurs, les premières recherches que j'ai déjà menées nous montrent que les problèmes ne viennent pas seulement de RDA. L'association rencontre également des problèmes en Belgique. Elle peine notamment à mobiliser de nouveaux membres et, bien pire encore, elle doit faire face à une diminution du nombre de ses adhérents. Les sources sont imprécises sur cette question, en tout cas on n'a pas de chiffres précis, mais les discussions qui sont menées en Assemblée générale sont relativement pessimistes sur le sujet. Plusieurs explications sont avancées pour expliquer ce phénomène. On évoque notamment les retombées de certains événements politiques, comme par exemple l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. C'est un événement qu'on a déjà pu évoquer à quelques reprises dans cet exposé. D'autres explications avancées, c'est par exemple les effets de la crise économique qui poussent certains membres à ne plus renouveler et à ne plus payer leurs cotisations. Il y a également la disparition progressive d'une génération très active dans la résistance pendant la guerre, qui était bien implantée parmi les membres de l'association, alors que la jeune génération s'intéresse moins à la RDA. Et enfin, il y a la difficulté à mobiliser les membres autour de nouveaux objectifs après que la reconnaissance de la RDA a été obtenue. Ces difficultés rencontrées tant en RDA qu'en Belgique vont se traduire sur le plan financier. Par exemple, l'aide financière que l'association recevait d'Allemagne de l'Est semble avoir considérablement diminué au cours des années 70 et 80. De plus, l'établissement des relations officielles et la signature de l'accord culturel en 1979 semblent nuire considérablement à la situation financière de l'association, puisqu'il n'est plus possible d'organiser certains types d'activités, par exemple des voyages d'études, qui permettaient de dégager certains bénéfices, ces activités étant désormais organisées dans un cadre officiel, dans le cadre de l'accord culturel. C'est ce qui conduit certains membres à voir dans l'ambassade est-allemande à Bruxelles une véritable concurrente, même si d'autres tempèrent un peu ces propos en continuant à croire à la complémentarité des activités de l'ambassade et de l'association Belgique RDA. Mais malgré toutes ces difficultés, l'association Belgique RDA parvient à poursuivre ses activités.
c'est seulement la réunification allemande et la disparition de la RDA en 1990 qui lui font définitivement perdre sa raison d'être. Elle est officiellement dissoute le 12 septembre 1991. Ma présentation touche ici à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de porter un nouveau regard sur la guerre froide et sur la division de l'Europe en vous faisant découvrir l'activité d'autres acteurs. J'espère également qu'elle vous aura montré que la diplomatie n'est pas seulement une affaire d'État qui se joue dans les hautes sphères de la politique. Dans le contexte de la guerre froide, où les rivalités politiques, idéologiques et économiques ont rendu les relations officielles beaucoup plus compliquées, des acteurs privés, comme l'association Belgique-RDA, ont réussi à développer une activité diplomatique parallèle. Ils ont agi avec une certaine souplesse et ils ont établi des canaux de communication à travers le rideau de fer en organisant la circulation des personnes et des biens culturels. Cependant, leur activité n'était pas totalement déconnectée de la diplomatie officielle. À ce niveau, l'exemple de l'association Belgique-RDA est relativement parlant, puisque elle a vraiment dû reconfigurer ses objectifs et repenser son rôle à la suite de la reconnaissance officielle de la RDA en 1972. Elle est donc entrée dans une phase de transition pendant laquelle elle a rencontré de nombreuses difficultés, mais ce n'est qu'en 1990, avec la réunification allemande et la disparition de la RDA, qu'elle perdra définitivement sa raison d'être et qu'elle disparaîtra. J'en termine ici. Je vous remercie pour votre attention.